Bonjour à tous, changement de décor aujourd'hui, j'avais envie de varier un peu les plaisirs. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les grands moments de solitude dans ce parcours. Alors c'est une amie qui m'a susurré le sujet à l'oreille, une amie dont le fils est HPI, donc pas tout à fait les mêmes, voilà, la même différence que le mien, mais finalement chaque enfant a sa propre différence à lui. Et le parcours de maman, c'est un peu toujours le même parcours. Alors je dis maman parce que je suis maman, mais le parcours de papa aussi bien sûr. Voilà, je voulais parler des grands moments de solitude. Alors je ne vais pas revenir sur toute la partie accompagnement, dossier MDPH, etc. qui sont forcément des grands moments de solitude quand on attend la réponse de la MDPH, quand on la reçoit, qu'on ne comprend pas tout, etc. Là, c'est plutôt dans la vie globalement et dans la vie notamment sociale, parce que l'un des grands enjeux aussi de ce parcours, c'est d'arriver à prendre du recul par rapport au jugement des autres dans toutes les situations. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets, mais mon fils, comme vous le savez, est dyspraxique. Donc faire du vélo pour un dyspraxique, c'est une montagne, enfin, c'est hyper dur, hyper long à apprendre, etc. Parce qu'il y a la synchronisation ouais, de tous les membres. Il faut de la force dans les jambes et il en manque. Il faut synchroniser le bas, le haut, il faut être concentré, il faut avoir de l'équilibre, enfin bref, donc un enfer. Donc maintenant, mon fils sait faire du vélo, mais depuis peu, je pense qu'il a su vraiment faire à 8-9 ans. Mais donc jusqu'à 8-9 ans, il roulait avec un vélo avec des petits trous. Donc vous voyez un garçon qui est assez grand avec un petit vélo avec des petits trous. Donc forcément, quand on faisait du vélo dans la rue, il y a des gens, a priori, ils étaient sûrement bien attentionnés, mais qui vous disent t'es bien grand toi pour avoir des petits trous, faut les enlever. Et t'as juste envie de lui dire mais qu'est-ce que t'en sais, toi, occupe-toi de tes fesses. Bon, désolé. Mais voilà, c'est ce genre de petites phrases insignifiantes a priori, mais qui peuvent fortement blesser l'enfant et puis mettre en colère la maman. Après, ça peut être aussi dans les repas, soit avec les amis, la famille, etc. Bon, je vous ai déjà parlé de la problématique de manger avec des couverts pour un dyspraxique. Donc voilà, les gens qui ont des regards bizarres quand ils voient mon fils mettre les mains dans l'assiette, ou les réflexions, arrête de manger avec les mains, mange avec les couverts, ok. Qui a dit qu'il fallait manger avec les couverts à part Monsieur Couvert? Il y a des civilisations où manger avec les mains, justement, c'est preuve de convivialité. Bon, peut-être qu'on aurait dû vivre dans ces civilisations avec mon fiston, mais en tout cas, moi, ça me va bien. Ensuite, voilà, sur la partie TDAH, les gens vont pas vous le dire en face, mais vous voyez bien dans les regards, dans leurs réactions, que en fait, ils se disent ouais, elle dit qu'il est TDAH, il est juste mal élevé son gamin, est toujours à courir partout, et puis elle n'arrive pas à le gérer, quoi. Donc voilà, tous ces jugements, on les entend, même s'ils sont pas prononcés. Bon, il y a aussi le jugement qu'on a nous, sur nous-mêmes et sur notre enfant, parce qu'il nous arrive souvent de se sentir coupable, d'être en colère contre soi, justement quand on n'a pas réussi nous-mêmes à gérer notre émotion par rapport à l'enfant. Donc ça, il y a des grands moments de culpabilité. Et puis, ouais, on peut perdre patience aussi. Et c'est ok de perdre patience, en fait, c'est humain. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à dire pardon à son enfant après, si on est allé trop loin, de lui montrer justement que, ok, il a du mal à gérer ses émotions, moi aussi je peux avoir du mal, mais une fois que c'est passé, une fois que la tempête est passée, je peux revenir vers lui et puis m'excuser de ce comportement, et lui expliquer ce qui s'est passé chez moi, et puis ça l'aide, lui, à faire la même chose. Et du coup, à mieux réussir aussi à gérer ces phases-là. Culpabilité aussi, parce qu'il nous arrive d'en avoir ras-le-bol et d'avoir juste envie d'avoir un enfant sans problème, ou en tout cas sans difficulté d'apprentissage. Voilà un peu pour l'ensemble des jugements. En tout cas,
voilà, prenez du recul par rapport à tout ça, et puis soyez à la fois dans la protection, oui, de l'enfant, mais aussi de vous-même, et pas dans la flagellation, l'autoflagellation, qu'on peut avoir tendance à se mettre sur le dos. Après, le deuxième point, hormis le jugement, c'est aussi le ras-le-bol, au fait, de tous les messages négatifs. Alors, je vous en ai déjà parlé un peu sur la phase des bilans. Dans les bilans, on ne regarde que ce qui ne va pas. Donc, mais ça, c'est tout le temps, en fait. C'est pas que dans les bilans, c'est à chaque fois qu'on fait un point, à chaque fois qu'on a un accompagnant au téléphone, à chaque fois qu'on a une réunion avec un instit. Alors, ils le disent gentiment, mais c'est quand même que... généralement gentiment, mais c'est quand même que du négatif derrière. Ça peut être aussi même les dames de cantine, des intervenants à droite à gauche qui vous font des remarques sur le comportement de vos enfants, même des amis aussi. Ouais, puis je sais plus, alors c'était une semaine, je vais vous raconter une petite anecdote pour que ce soit plus prégnant, mais une semaine où je pense que j'avais dû avoir la psy de mon fils au téléphone qui s'inquiétait énormément de ses amis imaginaires. Alors, ils me mettent toujours une pression là-dessus en disant que c'est pas normal d'être autant dans ce monde imaginaire. Et voilà, des fois j'ai l'impression qu'on prend un peu mon fils pour un fou à cause de cette imagination débordante. Et moi, je veux tout faire pour qu'il préserve cette imagination et sa créativité, tout en essayant évidemment de le ramener à l'instant présent et dans le monde présent aujourd'hui, avec moi ou avec d'autres. Mais donc bref, donc j'avais eu une discussion longue avec la psychologue de mon fils le midi. Donc il m'avait évidemment titillé. La maîtresse m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle voulait me voir parce que ça n'avait pas été avec le comportement de mon fiston. Et puis là j'arrive à l'école, j'étais en retard, je sais plus pourquoi, sûrement des bouchons. Bon, et puis parce que je suis souvent en retard. Et donc j'arrive à l'école et puis là je vais le chercher à l'étude puisqu'il avait démarré l'étude, et puis la dame qui gère la cantine et l'extrascolaire vient me voir et me dit Titouan a eu un comportement inadmissible ce midi, il s'est mis en colère sans raison, ça va pas du tout, etc. Et là je me décompose et je dis rien, c'est juste les larmes qui montent et juste une envie de crier et de dire mais lâchez-moi, lâchez mon fils et lâchez-moi, laissez-nous vivre. Et en fait là je croise le regard de la directrice d'école qui a vu que j'étais sur le point de craquer, que j'en pouvais plus. Et bon voilà, elle a vu, elle a rien dit, j'ai pris mon fils, je suis partie. J'ai rien demandé à mon fils, je lui ai pas demandé ce qui s'était passé le midi, j'ai pas envie de ressasser encore une fois tout ça. Je me suis dit je vais faire ça plus tard. Et puis le soir j'ai eu un coup de fil de la directrice qui m'a dit qu'elle avait bien vu que c'était compliqué là pour moi en ce moment et que c'était compliqué pour mon fils. Et là il y a aussi des choses remarquables dans ce parcours et des gens qui sont là pour vous soutenir. Et donc prenez ça. Mais donc là, elle m'a dit écoute, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose avec Titouan, je vais m'en occuper. Je vais aller voir avec lui pourquoi il a eu ce comportement, quelle est l'émotion initiale, quel est le besoin non couvert, et puis voilà, réfléchir avec lui à ce qui s'est passé et de voir pourquoi c'est arrivé. Elle dit là, ce qui est arrivé le midi, c'est qu'il y a une dame de cantine, toujours, bien intentionnée, gentille, elle lui dit, il prenait son assiette et puis elle lui dit fais attention, tu vas faire tomber. Et là il s'est énervé, mais juste il s'est énervé parce que pour lui c'est encore quelqu'un qui me fait pas confiance, qui pense que je suis maladroit, que je suis pas capable et que je vais pas y arriver, et donc il se met en colère et il répond méchamment. Donc évidemment pour la dame en question ça paraît insignifiant, sauf que pour mon fils c'était encore
un truc, un échec et quelqu'un qui lui montrait qu'il était différent, qu'il n'allait pas y arriver. Donc c'est des petits trucs comme ça, évidemment que les gens, si on creuse pas, on va pas savoir pourquoi il y a cette émotion. Mais donc là, la directrice m'a dit, écoute, dès que maintenant il y a une émotion qui sort comme ça, je vais aller comprendre avec lui. Et je vais aller répéter à tout le monde que des enfants avec des différences, quelles qu'elles soient, ils ont cette blessure d'injustice, cette rancœur, cette colère qui peut déborder à tout moment et sur des petits trucs. Et s'il y a plusieurs petits trucs comme ça dans la journée, oui, ils peuvent péter un câble. Mais c'est pas en les punissant ou en pétant un câble à notre tour que ça va aider le schmilblick. Ce qu'il faut, c'est décortiquer et aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment, au fur et à mesure, donner des outils aux enfants pour mieux gérer ces moments-là. Voilà, donc ce jour-là, je me suis sentie à la fois à bout à un moment donné et puis soutenue d'une façon remarquable par la directrice d'école. Donc voilà, entourez-vous de gens bienveillants et qui auront à cœur de comprendre votre enfant et de ne pas surréagir à ces surréactions, mais plutôt d'essayer de les comprendre. Alors oui, ça prend du temps, ça demande de la patience. Ils n'ont pas que ça à faire, c'est sûr. Et même pour moi, maman, ça me demande une patience de dingue parfois. Et au début, voilà, les premières années, quand il avait 4-5 ans et qu'il faisait des crises de colère, moi je partais en colère de dingue et ça démultipliait le truc. Jusqu'à ce que je comprenne que en fait, finalement, encore une fois là, une bonne leçon de mon fiston, mais c'est qu'il finalement il m'a appris à gérer ces moments de colère aussi chez moi, à m'enfermer, à les faire passer, à les laisser passer, et puis après à revenir vers lui et puis nous expliquer sur ses colères. Voilà, donc ça c'était le deuxième sujet, l'accumulation de remarques négatives. Donc voilà, ceux qui accompagnent ces enfants-là, tous les instituteurs, toutes les personnes dans les écoles, je sais que c'est compliqué, mais franchement, faites attention avant de parler à la fois aux enfants et aux parents. Vous avez des gens en face qui parfois peuvent être à bout, quoi. Et juste une petite remarque, ça peut tout faire péter. Et puis les grands moments de solitude aussi, évidemment, les décisions d'orientation. Alors là, c'est des grands moments de solitude. Alors moi, j'ai longtemps hésité avec le papa de mon fils, qui était présent pour ces décisions d'orientation, en tout cas. Longtemps, une hésitation entre le laisser dans le système scolaire classique et puis aller vers des écoles hors cadre. Bon, je me suis même formée aux pédagogies alternatives parce que j'avais envie de créer mon école. Finalement, j'ai abandonné parce qu'il fallait faire 5 ans de stage en tant qu'instit. Mais ouais, cette interrogation, elle a été là tout le temps. Et en fait, ce qui m'a fait décider à le laisser dans le système classique, c'est que justement, il était dans une école avec beaucoup de bienveillance, avec une équipe pédagogique très à l'écoute, et avec ce côté affectif qui était très, très important pour mon fils. Donc finalement, j'ai jamais franchi le cap de le mettre dans une école hors cadre, mais je pense que, peut-être que si c'était à refaire aujourd'hui, je démarrerais directement la scolarité dans du hors cadre, en trouvant la même bienveillance dans l'équipe pédagogique de l'école hors cadre, bien sûr. Les questions aussi qui reviennent tout le temps, c'est sur les accompagnements. Est-ce qu'il faut tous les garder? Est-ce qu'il faut garder ce rythme? Est-ce que tous servent à quelque chose? Évidemment, tous les gens qui bossent avec mon fils, c'est pour améliorer les choses, c'est pour l'aider à trouver des stratégies, c'est pour qu'il se sente mieux, etc. Ils font aussi un boulot formidable, mais parfois, il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, ce qui est super avec le Cézanne, c'est que vous avez un point régulier avec les équipes et qui sont vraiment à l'écoute de l'enfant. C'est-à-dire que parfois, mon fils,
Voilà, et puis me dire, maman, je suis trop fatiguée, j'en ai marre des rendez-vous, je veux diminuer. Ben là, on en discute avec le CESAD et on diminue. On en enlève un par semaine, mais juste pour qu'il puisse souffler un peu. Ouais, en général, en fin de cycle scolaire, juste avant les vacances, il est rincé. Donc la dernière semaine, elle est un peu compliquée. Ben, en tout cas, là, le conseil, pour le coup, c'est écouter votre enfant. C'est pas des caprices. Quand ils en peuvent plus, ils le disent. Donc, ouais, écoutez ce que vous dit l'enfant. Ensuite, dans les décisions, alors c'est pas forcément des décisions d'orientation, mais c'est le choix aussi des sports et des activités extrascolaires. Alors, comme le planning est déjà chargé avec l'école, les rendez-vous, le CESAD, etc., c'est pas simple de remettre de l'extrascolaire dans le planning. Et en même temps, ils en ont besoin. C'est justement là où ils peuvent voilà, utiliser leur créativité et puis faire des choses qu'ils aiment et dans lesquelles ils sont doués. Donc il y a toujours cette frustration aussi de se dire mince, et il n'y a plus de créneau là dans la semaine pour aller faire de la musique, faire de l'art plastique, faire de la poterie, des choses qui leur feraient du bien, mais c'est difficile de rajouter aussi ça dans la semaine. Donc ça pareil, l'équilibre est pas simple à trouver. Et les sports aussi, alors forcément, bon là je parle toujours de la dyspraxie, mais qui dit dyspraxie dit complexité de trouver un sport qui ne le mette pas non plus en échec, comme voilà, comme il y a déjà pas mal d'échecs côté école, côté scolaire, il faut réussir à trouver un sport qui lui aille bien. Et là, là, pour mon fils, dernièrement, suite à un conseil de la psychomotricienne, que je remercie au passage, je l'ai inscrite à l'escalade. Et en fait, il adore ça, parce que voilà, il utilise ses forces, il développe ses forces dans les membres. C'est un sport individuel, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de « mais t'es nul, tu sais pas tirer, tu sais pas mettre un but, t'as pas de force, etc. » Bon, malheureusement, c'est individuel, mais au moins, il n'y a pas toutes les contraintes du collectif. Et puis, c'est quand même un sport où il faut quand même y aller, se dépasser, etc. pour aller de plus en plus haut sur les murs. Donc, voilà, c'était la bonne pratique, en tout cas pour lui. Et dans les décisions d'orientation, ouais, alors il y a le collège quand même qui a été une grosse étape, en tout cas pour moi. Ça a été ma hantise, un petit peu trop sûrement. Je me suis mis une pression dingue sur le sujet pendant 4 ans, je crois. Enfin, pendant toute la primaire, j'ai eu une hantise et au collège, comment ça va se passer. Je pense qu'il y a eu aussi la crainte par rapport à moi, mes années collège, c'est quand même une période un peu compliquée, l'adolescence. On sait que les enfants adolescents sont quand même assez cruels entre eux et que ça peut être une période hyper chamboulante. Ça l'a été pour moi, donc connaissant les différences de mon fils, j'avais une peur bleue qu'il soit voilà, la tête de turc de la classe, qu'on a tous connu en étant enfant. Et voilà, donc ça a été de longues réflexions. Finalement, aujourd'hui, il est dans un collège adapté, un collège voilà, où 60% des élèves sont 10, les profs sont formés à tous les troubles 10, ils suivent le programme classique, mais ils adaptent tout. Ils travaillent beaucoup en mode projet, avec des petits ateliers, ils sont que 16 dans la classe. Ils vont beaucoup à l'extérieur, dans la nature, mais aussi visiter des choses. Ils leur apprennent déjà des métiers. Là, il a 11 ans, mais ils montrent déjà, voilà, ils font des potagers, ils forment, non, mais ils parlent des métiers liés à la nature. Voilà. Et puis c'est un collège où il y aura 3 stages en 4e. Pour voir un peu les différents métiers que l'enfant pourra exercer. Donc bref, je pense qu'il a trouvé le bon endroit, même si ça n'enlève pas le côté social et compliqué entre les enfants, parce que voilà, il y a des insultes, il y a tout ce qu'il y a à cet âge-là, mais on ne peut pas non plus les mettre dans une bulle et les préserver de tout. Il faut aussi qu'ils fassent leur force et qu'ils apprennent à se défendre. Donc voilà.
pour les décisions d'orientation. Et puis cette vidéo sur les grands moments de solitude, donc entourez-vous. Alors je ferai une vidéo juste après. La prochaine, ce sera sur prendre soin de soi et ne pas s'oublier dans ce parcours en tant que parent. Mais ouais, prenez soin de vous, entourez-vous de personnes à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez tout dire, avec qui vous pouvez craquer. C'est important pour votre santé mentale à vous. Et qui bonne santé mentale du parent dit bonne santé mentale de l'enfant. Donc ne vous oubliez pas au passage. Voilà, ça sera le mot de la fin et le mot de transition vers la prochaine vidéo dans quelques jours. Belle fin de journée à tous.